Gisèle Pierre et Sono, bonjour, c'est à vous l'antenne. Patricia Akeye, je vous accueille, vous l'avez indiqué, le cœur enflammé de joie, tout comme je le fais à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont donc tous chargés fort d'informations. Vous l'avez également indiqué, c'est l'instant revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canada International. Et c'est à partir de Yaoundé, la capitale camerounaise, avant la seconde partie qui aura lieu tout à l'heure à Douala avec l'homme à l'adresse particulière, Michael Chiptio. Pour commencer donc ici même à Yaoundé, eh bien on l'imaginait bien depuis quelque temps maintenant, depuis que le FMI, le Fonds monétaire international, s'était quelque peu fâché contre le Cameroun en indiquant qu'il y avait bien entendu des comptes à rendre par rapport à des sommes d'argent qui avaient été déboursées et mises à la disposition de la République du Cameroun dans le cadre du financement de la riposte contre Covid-19. On l'imaginait bien, ce sont donc un certain nombre de membres du gouvernement qui sont valablement impliqués, selon d'ailleurs une information qui est portée par Vision économique en une principale ce matin, eh bien le journal qui dévoile leurs visages, les visages de ces personnes-là qui selon les présomptions du ministère de la Justice et donc du ministre Laurent Esso, garde des Sceaux, eh bien, les noms et les montants sont donnés par le journal ce matin en kiosque ce mardi afin que nul n'en ignore. Tenez, la liste fait savoir que le ministre de la Santé en premier, Manaouda Malachi, avait eu droit à 45 milliards 630 millions de francs CFA, 1 milliard pour le ministre Luc Magouan Bargatana en charge du commerce, parmi les plus petits montants qui sont évoqués ce matin par le journal qui dresse ainsi la liste et des ministres et de leurs montants, les montants afférents justement à ceux dont ils ont bénéficié dans le cadre de la mise à leur disposition de l'argent qui devait servir à la lutte contre Covid-19. Des éléments de preuve assez délicats, assez dossiers on ne peut plus délicat lui-même, qui épargne et n'épargne pas les auteurs, co-auteurs et complices à des poursuites judiciaires. Voilà donc un dossier tout feu, tout flamme qui est proposé ce matin par Vision économique au sujet de cet argent qui avait donc été mis à la disposition du Cameroun par le Fonds monétaire international. D'ailleurs, les comptes avaient été placés comme tels, comme condition sine qua non pour le déblocage d'une nouvelle vague d'argent à la disposition donc du Cameroun. On peut comprendre pourquoi par la suite certains, pour parler ainsi de certains ministres de la République, se sont ligués contre la task force dont on sait qu'elle est logée à la présidence de la République, d'ailleurs présidée par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République précisément, à savoir Ferdinand Ngongo. Selon Tribune d'Afrique, le journal de Faustin Djikam, édition de ce jour, eh bien, la riposte camerounaise contre Covid-19 était devenue d'ailleurs une affaire de gros sous. Les masques tombent en ceci que certains avaient fait de grands calculs selon qu'ils s'étaient imaginés avoir et devoir gérer un certain nombre de fonds irrélatifs, lesquels ne tiennent et ne tenaient d'ailleurs pas compte des populations dans la riposte camerounaise contre Covid-19. En deuxième une des Tribunes d'Afrique, le journal de Faustin Djikam, édition de ce jour, il y a bien entendu le feuilleton qui a trait à l'élection au niveau de la commune de Banganté, département du Dé, région de l'Ouest Cameroun. À la fin, on devrait, et c'est une information qui est portée par Tribune d'Afrique, on devrait confirmer et ne tenir compte que des résultats du primaire pour procéder donc à la désignation du nouveau chef de l'exécutif de la commune de Banganté. Une élection aux allures des rixes déjà jurée et qui implique d'ailleurs un membre du gouvernement qui a mis le pied sur l'accélérateur. Et bien, la force du terrain aidant, si l'on s'en tient à la conclusion des Tribunes d'Afrique en deuxième une. Le point hebdo est également en kiosque. Le journal est habillé ce matin aux couleurs de l'alternance, alternance au sommet de l'État. Eh bien, il révèle que le pouvoir ne repartira pas au nord, brisant tout d'égo l'espoir de ceux qui avaient construit et entretenu l'idée d'une navette entre les deux grands blocs, c'est-à-dire le Grand Sud et le Grand Nord Cameroun. Eh bien, cette circulation du pouvoir a un peu trop favorisé, dit-il, la construction des castes. Mais attention, au Nord, on ne parle pas, on agit et on agit à temps. Africain Info d'Angel Fils est également en kiosque, lui aussi s'engouffre dans ce champ d'alternance au sommet de l'État. Eh bien, il se veut plus tranché ce matin. Voici selon lui, vous le voyez, en une principale, eh bien, selon le journal, l'homme qui ferait consensus autour de la succession au sommet de l'État au Cameroun, c'est-à-dire Franck Emmanuel Biya. Le journal a ses critères et ses choix qu'il justifie ce matin. D'ailleurs, c'est le principal menu de ce journal, édition de ce jour.
Le même journal qui n'arrive pas à justifier un si grand éventail d'une dame en entreprise. C'est le sommet de une d'Afrique Info d'Angel Fils, édition de ce mardi. S'il est vrai qu'elle a à elle seule 9 postes de responsabilité au sein de 3 entreprises parapubliques au Cameroun, c'est une façon de décrier cette occupation, on va dire anarchique, des pouvoirs au sein des entreprises qui a été suivie par Afrique Info, le journal d'Angel Fils. On va reparler des successions ce matin, plus au sommet de l'État, mais cette fois-là au Lamida de Garoua, la capitale de la région du Nord Cameroun. Il y a eu match en amont, sauf qu'à l'arrivée, c'est lui qui est au trône. Vous le voyez en une principale du journal Essentiel, eh bien, le journal qui le nomme Ibrahim El Rachidine. C'est donc le nouveau Lamido qui a été élu hier à seulement 37 ans. Il est un officier de l'armée camerounaise. Eh bien, il remplaçait ainsi Alim Ayatou, dont on sait qu'il est décédé courant avril dernier à Yaoundé des suites de maladie. On est donc tenté avec le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo, de se demander ce qu'il est allé chercher, ce qu'il est encore allé chercher là-bas, parce qu'en fait, Issa Ayatou était encore candidat pour pouvoir être et devenir ainsi le remplaçant d'Alim Ayatou. Il a été battu à plate couture au point de faire dire au quotidien Mutation qu'il aurait fallu ne pas compétir. Issa Ayatou a tout vu, a tout eu, tantôt comme président de la FECAFOOT, Fédération Camerounaise de Football, tantôt comme président de la CAF, la Confédération Africaine de Football, en marge des strapontins que lui a souvent conféré le président de la République, Paul Biya. Et malgré tout cela, il voulait encore devenir l'amido. Trop d'appétit a donc fini par tuer l'honneur de Issa Ayatou, semble conclure le quotidien Mutation. Mutation, dans la deuxième édition de ce mardi, oblige à revenir un peu avec emphase sur la marche de la pandémie au Cameroun pour parler de Covid-19. Eh bien, il faut savoir, en croire donc les chiffres dont Mutation a connaissance, qu'en 5 jours, j'ai dit bien 5 jours, ce sont 45 personnes qui sont mortes au Cameroun des suites de Covid-19. Le danger est très présent. Semble encore attirer l'attention par le quotidien Mutation. Il faut faire attention et redoubler de prudence. Et je rappelle donc avec le quotidien Mutation que ce sont 45 personnes qui sont décédées en 5 jours au Cameroun des suites de Covid-19. De quoi attirer encore l'attention des Camerounais en les appelant à respecter de plus belle les mesures barrières édictées par le gouvernement de la République. Il en est ainsi de la distanciation sociale, du port des masques dans tous les lieux publics. En tout cas, Mutation l'a dit ce matin. 45 personnes sont décédées en quelques 5 jours au Cameroun. Et dans l'ordre successoral, le cas du Tchad qui préoccupe toujours l'Afrique centrale et bien entendu le Cameroun, c'est le cas de le signaler avec Hot News, lui aussi en kiosque ce matin. Retour sur cette audience que le président Paul Biya du Cameroun accordait vendredi dernier à un émissaire tchadien, j'ai nommé Abdelkrim Déby, qui faisait ainsi le point de l'évolution de la situation sociopolitique de son pays, ainsi venu consulter le président camerounais Paul Biya, que certains présentent comme étant l'un des plus grands sages africains. Et puis, il faut le rappeler, la rupture du jeûne du Ramadan, toujours avec le quotidien Hot News. Il est question de rappeler qu'au plus tard, jeudi prochain, on devrait observer la rupture du jeûne du Ramadan et cela pourrait également avoir lieu demain, mercredi. Question d'alerter la communauté musulmane du Cameroun et même la communauté nationale tout entière sur la rupture du jeûne du Ramadan, à en croire donc un certain nombre de communiqués qui sont fournis par le comité national du croissant lunaire. Pour le reste, le quotidien de Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé, et bien le journal qui fait cas de cette usurpation de titres à grande échelle, et bien Jacques Calvin et Yafa, il faut bien retenir ce nom. Il se faisait passer pour le ministre directeur du cabinet civil à la présidence de la République, sauf qu'il opérait depuis la prison centrale de Yaoundé Kondengui et en tant que sosie de Samuel Mvondo Ayolo, il aura donc eu le temps d'escroquer de l'argent à des chefs d'État africains et ou présidents et même dirigeants des ONG, organisations non gouvernementales. Mal lui en a pris, la police lui a mis le grappin dessus, signale ainsi de Guardian Post dans sa livraison du jour. La police comme la gendarmerie qui vont devoir accentuer la recherche et la répression de la circulation d'armes illégales sur le sol camerounais. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, signale pour ainsi dire ce nouveau mais grand mal camerounais, à savoir la vente d'armes par les réseaux à tout le moins illégaux, et on se souvient de la sortie
sortie la semaine dernière, sortie à tout le moins musclée du ministre Paul Atanganji en charge de l'administration territoriale, dont on sait qu'il est monté au créneau contre les armureries à la gâchette facile en vente de ces choses-là qui, si elles sont sans contrôle, vont déteindre encore sur la sécurité des hommes et des biens sur le sol camerounais. Et à propos des hommes en tenue encore, le quotidien bleu, le journal d'Aman Mana fait mention de ce policier qui a manqué de sang-froid et même de professionnalisme. Eh bien, pour peu qu'il y ait eu une mésentente avec son compatriote, il a donc appuyé si facilement sur la gâchette, tirant à bout réel, que dis-je, à balles réelles, sur un handicapé à tout le moins physique, lequel a d'ailleurs succombé sans surprise et sans recours. D'où donc le mauvais policier qui a été gardé à vue. Il sera donc poursuivi pour meurtre à Yaoundé. On parlait de mort, évoquons tout aussi avec le quotidien bleu édition de ce jour, eh bien, la disparition du maire de Bamundjou. Nous sommes dans le département des Hauts-Plateaux, région de l'Ouest Cameroun. René Kamdoum est donc mort hier à l'âge de 59 ans, signale ainsi le quotidien bleu, et il était ingénieur des travaux publics et remplissait pour un second mandat à la tête de la commune de Bamundjou. Revenons à la vie. Et la vie, en fait, il y en a au port en eau profonde de Kribi. J'en emprunte à Info Matin, le journal de Dieudonné Veng, lui aussi en kiosque ce jour, au chapitre des investissements. Eh bien, c'est donc la place portuaire du chef-lieu du département de l'Océan Kribi, la cité balnéaire camerounaise, qui s'est enrichie des nouveaux équipements logistiques à la dimension, bien entendu, des ambitions du top management du port autonome de Kribi, qui entend tenir son leadership en matière de navigation maritime au Cameroun, en Afrique centrale, voire en compétition sur le continent africain. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mardi Stop Fin. Évidemment que c'est le cœur enflammé de joie que nous vous avons servi. Prochain rendez-vous demain quand il sera 7 heures et nous serons dans les mêmes dispositions et même prédispositions, le temps de vous servir la revue de presse comme le fait si bonnement et si bien Michael Chipkio du côté de Douala. L'homme à l'adresse particulière est royalement installé. Je m'en vais d'ailleurs lui passer le témoin pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, en ce mardi, c'est à vous à Douala. Très bonne journée de mardi à Yaoundé. La suite à Douala, vous l'avez dit, avec Le Messager, un autre quotidien qui paraît dans la métropole économique du Cameroun et qui nous amène au palais d'Etoudi ce matin pour questionner la task force mise sur pied par le président de la République pour gérer les fonds liés à la riposte contre le coronavirus dans notre pays. Le journal Le Messager ce jour nous parle des couacs et péchés capitaux de cette task force logée au palais d'Etoudi à Yaoundé, en s'arrogeant l'exclusivité de l'attribution des marchés, le casting des entreprises, le comptage des matériels. La présidence met en déroute le Premier ministre et transforme le ministre de la Santé en une simple caisse d'enregistrement. Le ministre en garçon de course pratiquement, écrit le journal, qui parle de pagaille et de pillage dans cette gestion des fonds Covid-19 avec cette exclusivité accordée à la présidence de la République du Cameroun. Le masque des task force à la peau dure de la task force de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations et du Championnat d'Afrique des Nations 2020 à la task force pour gérer les fonds Covid. Le journal voit une boulimie du pouvoir et de l'opacité, doublée d'une opacité d'incurie présidentielle. C'est un dossier de 4 pages à retrouver dans le quotidien Le Messager en kiosque ce jour sous la plume de Soulé Ono Yolo. Comprendre ce qu'il appelle la mafia des task force dans ce journal paru ce mardi. Le pied de une de ce même journal, Le Messager nous parle de ces populations de l'extrême nord du Cameroun à l'épreuve des urgences humanitaires, l'environnement très instable dans cette région, des extrêmes en proie à la crise du lac Tchad marquée par les incursions de la secte Boko Haram, sujet aux chocs et autres aléas naturel, mais de millions de populations en danger. Dans ce désarroi, Médecins sans frontières apporte un soutien médical et psychologique, des soins gratuits prodigués selon les bénéficiaires dans le respect de l'éthique médicale. En termes de maladies, le paludisme, même la malnutrition et l'insécurité qui broient ces populations de cette partie du pays. Santé mentale, le besoin de soins psychologiques se fait de plus en plus pressant dans cette partie du pays également. Le journal qui donne d'ailleurs la parole à l'un des responsables
de Médecins sans frontières dans ses colonnes ce jour. Et il parle justement des travaux menés sur place pour venir en aide à ces populations de l'extrême nord du Cameroun qui souffrent, selon le journal Le Messager, qui parle aussi de la SICAM, la cotonnière industrielle du Cameroun, et se pose une question fondamentale ce jour: qui veut fermer l'usine de Garoua? Une interrogation qui taraude les esprits des dirigeants de cette entreprise parapublique spécialisée dans le textile depuis qu'une fausse rumeur, selon Le Messager, a semé la semaine dernière l'espace public, propagé par une certaine presse annonçant sa fermeture comme pour démontrer les difficultés de la SICAM à poursuivre ses activités. Eh bien, il n'en est absolument rien. Le journal publie d'ailleurs le communiqué de la SICAM adressé aux médias et au grand public dans ses colonnes ce mardi. Le journal qui revient également sur la fête du Ramadan avec une sortie en guise d'entretien de Mohamed Aziz Mbo, El Hadj Mohamed Aziz Mbo, qui s'exprime dans Le Messager aujourd'hui. Il est secrétaire permanent du Conseil camerounais du croissant lunaire. Il décrypte les premières informations sur la base des données astronomiques analysées par le comité scientifique et technique sous la coordination de l'Association pour l'observation astronomique en rapport à la naissance de la nouvelle lune, synonyme du fin du jeûne du Ramadan. Tout comprendre sur cette affaire de lune avec le journal Le Messager en kiosque aujourd'hui. La Nouvelle Expression est également en kiosque et nous amène à Garoua, notamment au Lamida, pour nous présenter ce militaire aux commandes désormais du Lamida de Garoua, Ibrahim Al-Rachidine Yirima. Il est capitaine d'armée en service à la sécurité militaire. Il est donc le nouveau Lamido de Garoua. Le jeune officier de l'armée camerounaise et petit-fils du Lamido Abdoulaye a été désigné par 7 des 12 notables constituant le collège électoral hier. Un mot de désignation issu d'une consultation organisée, on se souvient, le 10 mai dernier à Garoua. Il l'emporte face à 11 autres prétendants au trône, parmi lesquels Issa Ayatou, frère du défunt Lamido et ancien président de la Confédération africaine de football. Il va revenir donc désormais, note la Nouvelle Expression, au Premier ministre de formaliser la désignation du nouveau Lamido. L'acte de Joseph Diongouté va consacrer officiellement Ibrahim Al-Rachidine Yirima comme successeur d'Alim Garga Ayatou, décédé le 5 février dernier des suites de maladie à l'âge de 75 ans et qui a régné pendant 21 ans après avoir remplacé son oncle Ibrahima Abo. Le parcours et le portrait du nouveau Lamido de Garoua à découvrir dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression qui est en kiosque ce jour. La Nouvelle Expression qui nous parle également de cybersécurité avec deux ministres du gouvernement, deux ministres de la République au front contre la cybersécurité dans notre pays. Le ministre des Postes et Télécommunications et le ministre de l'Enseignement supérieur ont été d'accord sur la mise en œuvre des solutions efficientes en vue de l'éradication progressive de la cybercriminalité dans notre pays. Ils ont fait savoir leur détermination sur le sujet à Yaoundé au cours d'une rencontre entre les deux départements ministériels et de nombreux experts sur la question. La Nouvelle Expression qui donne d'ailleurs la parole à la ministre des Postes et des Télécommunications, Minette Libom Liliken, qui s'exprime sur la question dans ses colonnes aujourd'hui. Elle fait savoir par exemple que pour l'année 2018 seulement, on a enregistré plus de 3388 cas d'usurpation d'identité dans notre pays. La cybercriminalité est devenue un gisement intarissable, un nouveau type de crime auquel il faut absolument faire face pour assurer la sécurité de nos citoyens. Les détails à retrouver dans La Nouvelle Expression aujourd'hui, qui parle également du tribunal criminel spécial avec ce verdict dans une affaire qui oppose l'ancien ministre de la Défense au ministère public. Edgar Alain Mbongo a été inculpé pour détournement de 26 milliards de francs CFA au cours de ses réquisitions intermédiaires. Le ministère public a officiellement inculpé Mbongo pour crime de détournement de biens publics et autres liés. Donc, les détails de cette audience de ce procès, audience bien sûr qui se poursuit au tribunal criminel spécial dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression de ce mardi. Vision économique nous parle également d'économie bien sûr à sa une aujourd'hui avec une enquête autour de la gestion des fonds liés à la riposte contre le Covid-19 au Cameroun. Au bout de son enquête, le journal constate que pas moins de 24 ministres de la République sont cités dans le détournement présumé de 180 milliards de francs CFA. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, rassemble encore les éléments de preuve du dossier avant d'engager
toute poursuite judiciaire contre les auteurs, co-auteurs et complices qui se recrutent au sein du gouvernement camerounais. Pourtant, ces éléments de preuve auraient pourtant, écrit le journal, dû se trouver dans le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême, dont les conclusions sont encore attendues et qui a servi de base à l'enquête judiciaire instruite par le président de la République. Et selon des sources, nous rapporte le journal, la juridiction des comptes n'a pas encore bouclé son rapport sur l'enquête préliminaire destinée à fournir tous les éléments de l'accusation. Tout au plus, pressée par la présidence de la République, la Chambre des comptes a produit un rapport d'étape qui recense les observations préliminaires n'ayant même pas fait l'objet d'un débat contradictoire avec les mis en cause. C'est donc une enquête qui va encore mettre long sous la pression des bailleurs de fonds. Le gouvernement tente donc de faire intervenir le contrôle supérieur de l'État pour résoudre rapidement la question. Vision économique de Sa Majesté Parfait Ngo Doko nous livre d'ailleurs les noms de ces 24 ministres concernés et les montants respectifs qu'ils auraient encaissés dans le cadre de la gestion de la riposte contre le coronavirus dans notre pays. C'est un document important à retrouver dans le journal Vision économique en kiosque aujourd'hui, qui nous parle également de la fuite des capitaux en zone CEMAC, fuite des capitaux avec cette sollicitation du groupement interpatronal du Cameroun à l'endroit du ministre des Finances, accusé d'être à l'origine du déficit de 390 milliards de francs CFA sur les réserves de change de la Banque des États de l'Afrique centrale en 2020. Les opérateurs économiques camerounais s'en défendent et espèrent que l'autorité monétaire dont la tutelle est assurée par Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances, pourra porter son plaidoyer auprès de la réunion des ministres des Finances de la sous-région à l'effet d'amener la BEAC à assouplir sa décision sur la question. Les recettes des impôts au Cameroun intéressent également le journal Vision économique qui parle des recettes recouvrées auprès de grandes entreprises qui s'élèvent à plus de 100 milliards de francs CFA par an. Chaque mois, la direction générale des grandes entreprises apporte une importante contribution dans le budget de l'État. Cependant, la couverture budgétaire des dettes reconverties, les impôts auprès des entreprises en restructuration ne va pas sans difficulté. Ceci a d'ailleurs contraint le ministre des Finances et le directeur général des impôts à mettre sur pied une série de mesures afin que l'équation des dettes reconverties trouve une formule adaptée à la résolution. Tout sur cette affaire de recouvrement des recettes au Cameroun avec le journal Vision économique, l'hebdomadaire en kiosque ce jour. On termine avec ce journal d'expression anglaise Eden Newspaper qui est en kiosque ce jour et qui nous parle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti qui se porte mal dans le coupé Manengumba, région de l'ouest du Cameroun. Le président de la section qui est accusé de semer la division au sein de cette formation politique, et d'ailleurs des militants qui appellent à la démission du chef de la délégation permanente départementale de cette formation politique dans cette localité. Politique encore avec toujours Eden Newspaper et le Social Democratic Front qui parle du SDF qui laisse planer comme une épée de Damoclès sur la tête de son premier vice-président Joshua aussi, au sujet de cet appel au limogeage de Joshua aussi du Social Democratic Front à travers le fameux 8.2, l'article 8.2 de cette formation politique. Eden qui revient également sur cette mise en garde du ministre de l'administration territoriale à l'endroit des armuriers il y a quelques jours au sujet bien sûr de la vente d'armes dans notre pays. On termine avec cette caricature, le coup de griffe d'Abou dans la nouvelle expression aujourd'hui. Cette caricature en image, voilà, vous la voyez. Avec ces mots, bien sûr, vous lisez naturellement, les bandits braquent de plus en plus dans nos villes. Eh bien, une riposte d'ailleurs sanglante dans l'image en cours. Ça, c'est du sabotage. Pourquoi moi, je n'ai jamais été braqué alors que je vis aussi au Cameroun? C'est donc une réponse d'une autorité visiblement entourée des forces de défense, de maintien de l'ordre naturellement. C'est une image qui illustre un tout petit peu l'actualité, comme le fait Abou dans la nouvelle expression au quotidien d'ailleurs. C'est par là qu'on va terminer et on ne va pas s'arrêter comme ça tout de suite, Michael. Je voudrais quand même votre avis sur cette image par laquelle vous avez clôturé la revue de presse. Alors c'est clair, il ne se passe rien à Douala, il n'y a pas d'agression de vous-même, vous n'avez rien vécu jusqu'ici, jamais?
j'ai envie de poser la question à vous, de savoir, parce que l'image parle, hein, l'image parle. Oui. La réponse sous-entend que l'on est on vit au paradis carrément, hein, au Cameroun. Pour ne pas parler de la simple ville de Douala, mais peut-être le Cameroun également, le Douala également. On est dans un paradis terrestre où tout va bien, un pays où tout va bien, où on n'a pas de soucis. Et moi également, j'ai envie de vous retourner la question, Patricia, de savoir si vous vous sentez très très en sécurité dans la ville de Douala. Mais je crois que Abou, pour être un peu plus sérieux, fait la allusion à une sortie du gouverneur de la région du littoral hier, qui répondait à un message qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Il y a un message d'alerte qui fait état de ce que des agresseurs ont inondé la ville de Douala et opèrent à bord des véhicules, des taxis parfois, à partir du rond-point des dos de Douala et dans toute la ville. Le message est devenu viral sur les réseaux sociaux depuis 3 jours pratiquement. Et hier, le gouverneur de la région du littoral à Krubon fait une sortie pour parler d'un message qui vise simplement à semer la panique au sein de la population, en notant qu'il n'en était absolument rien et que les populations pouvaient vaquer tranquillement à leurs occupations sous le contrôle des forces de maintien de l'ordre. Ça, je reste sur les faits. Oui, mais je voudrais poser une question. D'après vous, Michael, est-ce qu'il s'agit pour l'autorité de la ville de rassurer les populations, sachant bien qu'il se passe quelque chose, mais pour éviter qu'il y ait la psychose, ou alors une façon de nier les faits totalement? Quand on écoute le gouverneur, il y a clairement une façon de nier, mais pas de nier, mais peut-être de dire non à ce message-là qui circule. Le gouverneur a notamment réitéré et noté hier lors de cette sortie qu'il avait des informations de nos responsables sécurité de la ville de Douala, que ce soit la police, la gendarmerie et bien d'autres. Voilà. Naturellement, vous savez que nos forces de défense et de maintien de l'ordre, pour ne rester que dans le cadre de la ville de Douala, au quotidien ont des informations sur les poches d'insécurité dans la métropole économique. Bon, le gouverneur estime qu'à ce jour, qu'au moment où il parlait hier, effectivement, il n'avait pas d'informations faisant état de ce que le rond-point des dos de Douala serait devenu un haut lieu d'insécurité. Il note par exemple que quand ces lieux, il y a un poste de police, des forces de maintien de l'ordre qui campent au quotidien. Bon, peut-être que le message qui a circulé tel qu'il était rédigé peut faire peur, peut justement semer la peur dans les cœurs des populations. Mais on ne peut pas nier totalement que l'on vit dans un environnement totalement insécure dans la ville de Douala. Peut-être totalement, c'est un peu trop dit, mais très insécure dans la ville de Douala. On ne peut pas dire que l'on est dans un paradis terrestre où on peut aller et venir tranquillement sans avoir peur de se faire agresser. Ça se fait de jour, on le sait. Ça se fait de jour même dans la métropole économique du Cameroun. Les agressions sont devenues monnaie courante. Et il faut noter que le gouverneur lui-même qui a pris la parole hier a parfois également lors des réunions de sécurité noté cela, parler de cette insécurité qui va grandissant dans la ville de Douala. Donc je crois que hier c'est une sortie qui a créé un tout petit peu d'ambiguïté quand même, qui a créé un tout petit peu de questionnement et tout, parce que certains y ont vu une façon pour le gouverneur de nier justement que la ville de Douala est une ville insécure. Non, il faut rassurer les populations, on est d'accord là-dessus. Pour répondre à votre question tout à l'heure, il faut rassurer les populations de ce que les forces de maintien de l'ordre, et ça c'est une réalité, se battent au quotidien pour assurer une vie paisible aux populations, pour les mettre à l'abri des malfrats, des bandits, des agresseurs et tout cela qui sème la terreur dans la métropole économique. Mais il ne faut pas totalement nier les faits en disant que non, il n'en est absolument rien. Peut-être que celui qui rédige le message a vécu ces faits-là. Il appelle, et je crois que c'est par là qu'on va sortir les populations à dénoncer si jamais vous vous rendez compte de ce qu'il y a des comportements suspects autour de vous. Il a parlé des domiciles suspects et bien d'autres. Bien, il faut noter, il faut rappeler, il faut interpeller les autorités, les forces de maintien de l'ordre. Donc, il faut noter, je crois que si on veut fuir la réalité en disant que non mais écoutez tout va bien. C'est un message qui vise simplement à semer la panique, c'est un véritable problème. Non, je crois qu'il faut plutôt adresser la question frontalement et trouver des solutions à cette insécurité dont nous sommes tous d'accord qu'elle règne dans la ville de Douala. Et la preuve au quotidien
au quotidien, on nous présente des malfrats qui ont été interpellés, des bandits, des agresseurs à bord des taxis, sur des motos, parfois dans la rue carrément, en pleine ville, en plein jour. Non, on ne peut pas dire que on est dans un paradis dans la ville de Douala, ni l'eau de sécurité. Non, les choses ne vont pas telles qu'on peut penser. Je crois que nos forces de maintien de l'ordre, qui font déjà beaucoup, doivent faire davantage pour assurer une vie paisible, la sécurité, et permettre que les populations vaquent à leurs occupations, vont et viennent sans risque de se faire agresser au quotidien. Voilà. Exactement, vous l'avez si bien dit, les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre et font beaucoup de boulot, mais peut-être que ce n'est pas encore suffisant et qu'il faudra continuer. Ça n'est jamais suffisant, il n'y a pas de sécurité zéro. Et puis justement, on dit sous la cendre le feu, ou alors il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc oui, soit le message qui circule depuis dimanche ou samedi serait un peu exagéré, ou serait même faux, mais voilà, ça part justement, comme vous l'avez dit, de peut-être quelqu'un qui a vécu quelque chose et essaye de sensibiliser. Donc si on ignore totalement ce message précis qui circule depuis quelques jours, combien sont-ils maintenant à nous regarder qui peuvent énumérer des histoires vraies qu'ils ont vécues, des histoires qui existent ici même sur ce plateau? Si on commence seulement à l'instant à citer peut-être des foyers d'insécurité dans nos différents quartiers, je crois qu'on n'aura jamais assez d'une émission pour en parler totalement, et on sait que ça existe. Il n'y a pas longtemps, j'attendais une cousine à un événement, l'anniversaire de ma fille, et puis quand elle arrive très tard, elle me dit qu'elle n'avait plus ses repères parce qu'elle ne pouvait plus avoir le message que je lui ai envoyé pour indiquer les lieux, puisque le téléphone juste après, voilà, juste après qu'on ait fini de discuter, elle a été agressée dans un taxi. Donc on parle bien de ce qui se passe dans les voitures. Elle a été agressée dans un taxi où on lui disait pousse-toi, arrange-toi, comme ça se fait souvent. Et puis on l'a totalement dépouillée. Et il y a des situations pareilles, il y en a plusieurs. Il y a à un moment, on a parlé des microbes. Oui, gloire à Dieu, on a pu... voilà, on a pu soigner cette situation. Oui. Qui a été combattue de force également. Bah oui, parce que ça venait en force aussi. Je crois que quand c'est bien fait, il faut le dire, il faut le noter. Mais cette tendance... c'était à force justement de le décrier qu'on a pu s'en sortir. Qui veut faire nier certaines choses, je crois que et le gouverneur lui, il est conscient, il en a fait allusion à plusieurs reprises au sujet effectivement de ces agressions dans les taxis. L'assainissement de ce secteur d'activité, c'est-à-dire les taxis et autres, est un véritable serpent de mer. Les gouverneurs passent, les préfets passent, les sous-préfets passent, d'autres arrivent et c'est la même situation. On n'a jamais pu véritablement assainir. Vous vous souvenez du fameux badge dans les taxis pour identifier le conducteur qui nous transporte? C'est des yeux aujourd'hui. Il n'existe plus du tout. Vous entrez dans un taxi, vous ne savez pas qui vous transporte et au bout de la rue, vous vous faites agresser. Vous n'avez personne à qui vous agresser parce que vous n'avez aucune référence. Donc c'est des petites choses comme ça qui existent. On les néglige et puis après on a tout un secteur qui va en vrille et on se retrouve avec des agressions sur les motos. C'est devenu carrément la mode. C'est-à-dire que quand vous empruntez une moto, vous n'êtes pas sûr d'arriver à destination parce que au bout de 200 mètres ou 300 mètres, vous pouvez vous faire agresser par le monsieur qui vous transporte. C'est extrêmement terrible et je crois que nos autorités sont conscientes de ces faits. Il faut faire un peu plus justement pour garantir la paix. Vous avez parlé de secteur, Michael, il y en a un où j'ai particulièrement la douleur, c'est dans les marchés. Vous avez les mamans qui se lèvent à 4h, 5h pour venir avoir un petit peu d'argent pour aller subvenir aux besoins des enfants. Et il y a des personnes qui sont tranquilles et ils ont une heure arrêtée à laquelle ils passent pour faire je ne sais pas comment ils appellent ça là-bas dans les marchés, la tournée. Ils viennent prélever, en fait le prélèvement. Ils passent et parce que personne ne les met vraiment en sécurité, ces mamans-là dans les marchés, elles savent qu'elles sont obligées de donner de leur argent pour rien du tout. Elles donnent de l'argent, donc c'est un secteur où il faudra aussi travailler. On est loin d'être totalement en sécurité. Merci Michael d'être venu ce matin. Merci pour ce sujet également. Et merci à vous qui nous regardez. On vient de clôturer la première partie de l'émission. Si vous allez nous quitter pour rejoindre le boulot, on vous souhaite de faire un bon chemin. Et si vous qui restez avec nous, prenons la pub tout de suite et juste derrière on se retrouve.